Il faut voir aussi dans quelles conditions M. Ouattara a obtenu un troisième mandat, ce qui n'était pas constitutionnel. Bon, tout ceci n'est pas du tout dénoncé. Pourquoi pourquoi dénonce-t-on certains coups d'État, comme au Niger, au Mali, au Burkina Faso, et pas dans d'autres pays, comme par exemple au Tchad, hein? Et pourquoi dénonce-t-on le manquement à la Constitution dans certains pays et pas dans d'autres, comme par exemple en Côte d'Ivoire? Et par contre, nous avons la guerre russo-ukrainienne. Pourquoi on ne parle pas de cette guerre-là en RDC, au Congo-Kinshasa? Mais votre question est totalement légitime. On pourrait d'ailleurs l'élargir à beaucoup d'autres fronts. Regardez le Yémen, la description de l'horreur sociale qui est celle du Congo, de la République démocratique du Congo, vaut mot pour le Yémen, vaut mot pour la Corne de l'Afrique, la Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée. Et on pourrait ainsi continuer tout ce qui se passe au nord Mozambique, dont personne ne parle jamais. Et ce qui se passe en Birmanie, on pourrait continuer ainsi la carte du monde. Je vais employer une formule terrible qu'il faut peut-être méditer. Il y a un fond, sinon raciste, du moins profondément inégalitaire dans les relations internationales. Et ça, je l'ai constaté lorsqu'est apparu le conflit russo-ukrainien. Et je pense, vous avez raison de me poser la question, parce que je pense que tant que les puissances occidentales ne changeront pas de logiciel, c'est-à-dire ne corrigeront pas cette vision qui date finalement du 19e siècle, les races inférieures dont parlait Jules Ferry, eh bien notre monde sera de plus en plus instable et de plus en plus violent. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue chez Mohamed International Network dans la grande interview. Dans cette grande interview qui se passe ici, dans le bureau de quelqu'un que vous connaissez très bien. Quelqu'un, je vais le présenter plus tard, mais qui connaît les sillages de la politique internationale mondiale, si je peux me répéter ainsi. Alors, comme nous avons un monde en ébullition, des coups d'État en Afrique, des guerres par-ci, par-là, mais bon, on a une guerre sainte, c'est la guerre en Ukraine. Il y a aussi des guerres en Afrique qu'on ne veut pas trop montrer à la télévision, mais bon, tout ça, on va en parler aujourd'hui. On va en parler avec M. Bertrand Badi. M. Bertrand Badi, il a été plusieurs fois notre invité, et là, c'était en ligne, mais là, on est heureux d'être reçu dans ces bureaux des Sciences Po à Paris. Monsieur Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Merci pour votre temps. Merci de nous recevoir dans vos bureaux ici à Paris. Comment vous allez d'abord? Si je répondais que je vais comme le monde, ce ne serait pas fameux. Hein. Mais je vais avec l'espoir. Et donc, en ce retour de vacances, l'espoir a un goût de soleil et j'aimerais qu'il ait un goût d'humanisme. C'est en tous les cas le vœu le plus cher que je formule et ma conviction profonde. Ah, c'est très bien dit. Je vais d'abord vous présenter monsieur Bertrand Badi. On ne vous présentera jamais assez. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris. Vous êtes un grand spécialiste en relations internationales, je l'ai dit déjà. Vous êtes auteur de plusieurs livres, une centaine, plus que ça. Mais j'ai parcouru quand même votre bibliothèque, vos livres. J'en ai trouvé, je ne vais pas les citer tous, mais j'en ai trouvé qui sont très très intéressants, comme par exemple l'État importé. Essai sur l'occidentalisation de l'ordre politique. On en parle très très souvent et c'est d'actualité.
Le retournement du monde, sociologie de la science internationale avec Marie-Claude Smoot. Vous avez aussi le défi migratoire, question des relations internationales avec Catherine Withold de Venden. Vous avez écrit la fin des territoires. Vous avez écrit un monde sans souveraineté. Vous avez écrit l'impuissance de la puissance, essai sur les incertitudes et les espoirs des nouvelles relations internationales. Vous avez écrit l'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale. Vous avez écrit la France, une puissance contrariée. Et là, j'ai une question. Parce que ce sont des livres que j'ai sélectionnés comme ça. Ce sont des vieux livres que vous avez écrits. Vous en avez écrit, le dernier, c'est « Le monde ne sera plus comme avant », que vous avez, donc sous votre direction, il y a plusieurs auteurs avec des contributions. Bertrand Badi et Dominique Vidal. Ça, c'est le tout dernier. Monsieur Bertrand Badi, la France, une puissance contrariée. Quand je lisais ça, je me suis posé la question, pourquoi contrarier et pourquoi pas contester? Ben, vous savez, plus je vieillis dans cet univers des relations internationales, plus je crois que le perçu est fondamental. Finalement, le jeu international, il est fait par des acteurs qui ont leurs convictions, leurs frustrations, leurs sentiments, leurs sensibilités. Et si vous regardez la France, que nous avons essayé de faire dans ce livre, et si vous essayez de comprendre la politique étrangère de la France, il faut avoir en tête ce formidable décalage entre le statut de la France comme puissance éternelle, le général de Gaulle, et les échecs, les déceptions, les frustrations, les limites rencontrées par les dirigeants français, par la société française, par le système politique français, dès lors qu'ils se confrontent au monde. Et l'épisode du Niger, par exemple, est une ultime illustration. On va en parler, c'est pourquoi d'ailleurs je pose cette question. Allez-y. Et donc, c'est une ultime illustration de cette déception. Ce pays qui a d'un certain point de vue inventé au XVIIe siècle le système international moderne, qui était au cœur de l'Europe, qui a été plusieurs fois empire. Voilà. Louis XIV, qui n'était pas empereur mais voulait l'être, Napoléon, ensuite ce temps de l'empire colonial, de cette et ça se voit, hein, les bâtiments imposants de Paris, les châteaux. Et malgré tout, aujourd'hui, en 2023, mais la faillite a commencé bien plus tôt, eh bien la France est mise en échec dans le monde. Et c'est pour ça que nous avons employé le terme contrarié. C'est-à-dire contrarié dans ses aspirations, dans ses espoirs, dans son projet, dans ses illusions. Oui. Et pour moi, c'est une véritable tragédie. Parce que si la France faisait preuve d'un peu plus de réalisme sur ce qu'elle est vraiment et sur ce que le monde est vraiment, eh bien, elle n'essuierait pas ces contrariétés. Prenez des pays qui ont connu l'amertume de la défaite. L'Allemagne et le Japon, par exemple. Regardez comment l'Allemagne et le Japon se conduisent aujourd'hui. Ils savent qu'ils ne peuvent plus dominer le monde. Ils se sont accommodés. Alors, en tous les cas, au moins politiquement et militairement, eh bien, comme vous dites, ils se sont accommodés de ce monde et d'un certain point de vue, ils vivent plus heureux parce qu'ils n'ont pas ces contrariétés récurrentes, ces échecs que l'on n'arrive pas à comprendre. Et quand on n'arrive pas à comprendre un échec, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est la faute de l'autre. Ah mais oui. Hein. Et la France vit... Les gouvernements français, beaucoup d'élites françaises vivent sur cette idée absurde que c'est la faute de l'autre, c'est la faute de Wagner, les Russes qui sont en Afrique pour leur souffler, dites ceci, soyez comportez-vous comme ça. Vous êtes des petits-enfants, les Africains des petits-enfants qui ne savent rien analyser eux-mêmes. C'est ça un peu la perception. Exactement.
Et donc, on en est là en ce moment en France. M. Bertrand Badi, le 26 juillet 2023, il y a un coup d'État au Niger. Le président Bazoum, qui a été, soi-disant, démocratiquement élu, il a été déposé et voilà que nous avons un troisième putsch dans la région du Sahel que vous connaissez très bien. Quand c'est arrivé, est-ce que vous vous êtes dit, j'y pensais déjà, c'est le dernier coup d'État? Qu'est-ce qui vous est arrivé dans la tête tout de suite? Et voilà, allez-y. Quand on assiste à un coup d'État, quel que soit le lieu, on a un sentiment d'amertume et de déception. C'est-à-dire le coup d'État, c'est le règne de la force dans la construction de l'arène politique et du jeu politique. Donc, en soi, c'est un échec. Mais la réflexion doit être menée plus loin. Pas seulement constater l'échec et de dire que c'est imputable à telle ou telle personne, mais se demander pourquoi on en est arrivé là. Et il faut comprendre qu'un putsch, c'est deux échecs en même temps. C'est l'échec de la logique démocratique, tout à fait, bien sûr, mais c'est aussi l'échec du système politique en place qui n'a pas pu ou qui n'a pas su se pérenniser. Il n'y aura pas un coup d'État militaire. Il n'y aura pas un coup d'État militaire demain matin en Suisse. Non. Ou en Belgique. Non. Donc il faut se demander pourquoi ce pays qui est un des pays les plus pauvres du monde, sinon le plus pauvre du monde, a eu à subir de manière récurrente des putschs et des actions militaires depuis l'action, rappelez-vous, du général Kounché il y a déjà plusieurs décennies. La question, elle est là. Ce n'est pas seulement la faute des putschistes, il y a une part de responsabilité de ceux qui passent à l'acte, bien entendu. Mais c'est la faute d'un système qui a échoué. Pourquoi ce système, incarné, comme vous le disiez, par le président Bazoum, a-t-il échoué? Pour plusieurs raisons. Des raisons de fond, d'abord. Est-ce que l'État, tel qu'il a été construit au Niger, comme dans beaucoup d'autres pays africains, francophones ou anglophones d'ailleurs, pourquoi ce système n'a pas pu se pérenniser? Est-ce qu'on a été suffisamment attentif aux conditions de sa légitimation, c'est-à-dire de son acceptation par la population? Est-ce que la population considère que ce système politique est son système politique, son système politique? Ça, c'est la considération, je dirais, structurelle. Il y a ensuite toute une série de facteurs conjoncturels. Alors, il y a bien entendu la fameuse guerre du Sahel et l'opération Barkhane. On n'a pas mesuré à quel point cette opération a été mal pensée, à quel point elle a été un échec et comment cet échec a été doublement insupportable. Par la population, d'abord, qui a mal vécu cette longue séquence de guerre, je dirais, intime, qui touchait les conditions de survie de chacun des Sahéliens, mais mal supportée aussi par les armées nationales africaines, qui d'une part ont été dépossédées du rôle essentiel de mener la lutte contre les djihadistes. Leur responsabilité. Voilà, sur le mode, vous n'êtes pas assez grand pour le faire, n'est-ce pas, ce qui est une humiliation. Et aussi par le fait que cette guerre sahélienne et cette opération Barkhane maintenait une tutelle militaire étrangère sur le pays. Alors si vous mettez tous ces éléments les uns au bout des autres, vous ne vous étonnez pas que cette crise de légitimité ait été forte, d'autant que
vous savez, il faut éviter les simplifications manichéennes. Il n'y a pas d'un côté ce putsch et de l'autre la démocratie idéale incarnée par le président Bazoum. Il faut voir dans quelles conditions l'élection présidentielle avait porté le président Bazoum au pouvoir, comment certains candidats, comme par exemple l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Amadou, avait été écarté du jeu compétitif alors qu'il avait des chances réelles, comment les observateurs tant africains que extra-africains avaient émis beaucoup de réserves sur les conditions mêmes de l'acte électoral, et comment finalement les libertés démocratiques n'avaient pas été fondamentalement respectées. Donc ça fait beaucoup tout ça, et au lieu de s'indigner, ce qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas accepter. Mais on ne s'arrête pas là, l'indignation. Il ne faut pas seulement s'indigner, il faut comprendre, et en comprenant, il faut trouver les remèdes. Si vous allez voir votre médecin et que vous avez une maladie grave, et que ce médecin se contente de s'indigner et de vous plaindre, et de remplir des fiches. Et de remplir des fiches, mais sans faire l'effort de définir la bonne thérapeutique, votre mal va empirer, et hélas, vous risquez de voir votre vie définitivement interrompue. On en est là. Moi, je pense qu'il est temps que ces systèmes politiques africains soient remis sur les rails. Mais vous l'avez dit déjà, vous étiez prophète, vous l'avez dit déjà. Je n'ai pas mis des dates, l'État importé. 1992. Voilà, déjà à l'époque, vous le dites. Oui. L'État importé, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas ça le problème fondamental de l'Afrique? Parce que l'État importé, ça correspond à la colonisation, tout est dedans. Ça ne correspond pas avec la structure ethnico... comment je vais dire, ethnique de l'Afrique, là où on voit des populations de partout qui sont partout dans tous les pays. Et surtout, ça ne correspond pas à l'imaginaire démocratique des peuples. Tout à fait. Regardez ce qui s'est passé en Europe. Nous avons mis, nous, Européens, 5 siècles pour parachever la construction de notre État-nation. 5 siècles. État-nation, hein. 5 siècles qui correspondaient à cet effort d'imagination politique pour trouver une formule de gouvernement qui corresponde au moi profond des populations européennes. Sur les valeurs européennes, bien sûr. La valeur, les cultures, l'histoire, l'économie, les structures sociales. 5 siècles. En Afrique, c'est pas 5 siècles, c'est pas 5 ans, c'est 5 minutes, c'est-à-dire le temps de l'indépendance, et voilà préfabriqué une constitution généralement écrite par des professeurs de droit européens. Ici en Europe, et qui on les importe, ont défini tous les éléments normatifs qui devaient organiser la vie politique africaine. Comment voulez-vous que la femme africaine ou l'homme africain, ou que surtout le jeune Africain qui n'a jamais connu la colonisation, comment voulez-vous qu'il se reconnaisse dans un ordre qui est complètement coupé de son histoire? Vous savez, il y a un président français que je ne qualifierai pas, qui a eu cette phrase absolument extraordinaire de dire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Ah, celui-là, oui. Bon, lui-même, il est entré en histoire, c'est Sarkozy. Oui, mais pas par la bonne porte. et en fait, que voulait dire cette phrase? Une ignorance totale, pour ne pas dire un mépris, que certaines élites françaises ou européennes ont à l'égard de l'histoire précoloniale africaine. Il y a tout un trésor, je lis toujours avec beaucoup de plaisir l'œuvre du grand historien guinéen Niagne, qui nous raconte l'histoire de l'Afrique. Et on voit comment des catégories fondamentales comme la paix, comme la sécurité, comme la gouvernance, comme la délibération, ont une longue histoire, précoloniale. Beaucoup
d'intellectuels et aussi d'hommes d'État africains, mais aussi de jeunes Africains, nous disent de la même manière que l'Afrique, c'est le pays, le monde de la localité. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est l'unité tout à fait locale, municipale, le village, la famille. Et tout ceci ne respire pas en Afrique. Pas du tout. Parce que se trouve soumis à cet ordre étatique importé, tout à fait, qui, étant peu légitime, n'a pas d'autre moyen que la coercition pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas la faute aux Africains aussi? Parce que on peut jeter la pierre sur tout le monde, mais est-ce que ce n'est pas la faute aux Africains eux-mêmes? Et quand il y a des putschs comme ça, comme au Mali, comme au Burkina Faso, est-ce que ce ne sont pas ces Africains-là qui se réalisent qu'ils étaient dans cette faute-là et qu'ils se réveillent aujourd'hui? Je ne dirais pas que c'est la faute des Africains, parce que la formule serait trop générale. Je dirais que c'est la faute de certains Africains, de ceux qui ont profité. De l'élite. Parce que quand j'ai écrit ce livre, l'État importé, je parlais des exportateurs, c'est-à-dire les puissances coloniales qui espéraient, par ce mimétisme institutionnel, pérenniser leur domination coloniale devenue domination postcoloniale. Ça, c'était les exportateurs. Mais il y avait aussi, et vous avez raison, les importateurs. C'est-à-dire ceux qui, en Afrique, ont profité de cette ambiguïté. Et qui sont là jusque-là, M. Bertrand Badi? Qui sont en tous les cas, on le voit dans la crise nigérienne actuelle, représentés par des personnages particulièrement tonitruants. Par exemple, le président ivoirien je voulais en venir là. Alassane Ouattara, qui est typique de cette prise de pouvoir sur un modèle mimétique et à partir d'une clientélisation au monde occidental. Tout à fait. Et de ce fait, à partir d'une négation de cette historicité africaine. Il faut voir aussi dans quelles conditions M. Ouattara a obtenu un troisième mandat, ce qui n'était pas constitutionnel. Bon, tout ceci n'est pas du tout dénoncé. Pourquoi ? Pourquoi dénonce-t-on certains coups d'État, comme au Niger, au Mali, au Burkina Faso, et pas dans d'autres pays, comme par exemple au Tchad, Et pourquoi dénonce-t-on le manquement à la Constitution dans certains pays et pas dans d'autres, comme par exemple en Côte d'Ivoire? Et pourquoi pensez-vous qu'on le fait pas? On ne le fait pas pourquoi? Parce que il y a ce clientélisme dont vous venez de parler. Eh bien, je crois que vous touchez du doigt peut-être l'élément le plus douloureux, c'est-à-dire la qualification d'un régime démocratique se fait à partir de, je dirais, la définition de bonnes relations avec l'ancienne puissance coloniale. Si vous êtes le bon relais de cet ordre occidental, vous êtes un démocrate. Même si vous avez quelques oripeaux, je pense à d'autres pays que je ne nommerai pas, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire des typologies trop raffinées. Vous pouvez avoir un ordre extrêmement autoritaire, mais bien vu de l'ancienne puissance coloniale, parce que fidèle à ses anciennes alliances. On a vu le président actuel français, débarquer au Tchad pour amadouer le fils Déby, après l'assassinat d'Idriss Déby. Là, il y avait la démocratie, elle s'est installée, comme vous venez de le dire. Vous avez donc le président ivoirien qui aussi a tripoté avec la Constitution, coup d'État constitutionnel, et tous ces gens-là font partie de ce qu'on appelle la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui menace des guerres. Donc il y a des intimidations qui pèsent sur le Niger. Alors, une guerre totale dans le Sahel, quand est-ce qu'ils vont intervenir? Ils vont intervenir ou pas? Et allez-y. Alors, d'abord, je voudrais dire avec prudence que mon métier de politiste et d'internationaliste n'est pas celui du rédacteur d'horoscope.
c'est-à-dire je ne fais jamais de prévision. Je pense que l'intervention militaire serait une très lourde et périlleuse erreur. Mais l'histoire est remplie de lourdes et périlleuses erreurs dont on sait ce qu'elles ont pu coûter aux populations concernées. Donc je ne sais pas. Pourquoi parlais-je d'erreur? Parce que il n'y a pas de précédent où véritablement un coup d'État qui a maintenant aujourd'hui presque un mois d'âge ait pu être corrigé par une intervention militaire. Deuxièmement, parce qu'une intervention militaire, c'est une intervention extérieure. Depuis quand rétablit-on la démocratie depuis l'extérieur? C'est-à-dire hors de l'initiative du peuple concerné. C'est-à-dire que la souveraineté se trouve aussi à l'extérieur. Voilà, exactement. Ouais. Le troisième élément, c'est que, vu ce qu'est la situation actuelle dans le Sahel et la configuration des États de la région, toute intervention militaire déboucherait sur une guerre d'une complexité effroyable. Du côté du Niger, nous trouvons, du côté du putsch nigérien, nous trouvons déjà le Mali et le Burkina Faso, mais dans la CEDEAO, vous avez tout un tas de pays qui sont hostiles à cette intervention. Qui ne sont pas d'accord. Notamment le pays le plus démocratique, le plus réellement démocratique de la CEDEAO, qui est le Cap-Vert, qui est nettement et explicitement hostile, la Guinée-Bissau qui est également hostile, vous avez le Sénat nigérian qui a émis des réserves, tout à fait. Vous avez des pays qui sont incertains dans leur choix, comme par exemple le Togo, vous avez hors de la CEDEAO, mes voisins immédiats, des pays qui sont très hostiles comme l'Algérie et le Tchad, qui sont des pays qui comptent dans cet échiquier. Vous avez l'Union africaine qui est contre. Donc tout ça provoquerait un méli-mélo auquel s'ajoute, bien entendu, il ne faut pas l'oublier, le conflit sahélien lui-même. Tout à fait. C'est-à-dire les djihadistes ont toutes les raisons de tirer les marrons du feu d'une intervention au Niger. Plus, bien entendu, il ne faut pas oublier, il y a ce putsch militaire dont on ne peut pas mesurer le degré de popularité, mais dont on ne peut pas dire qu'il n'a aucun soutien populaire. Notamment à Niamey, la population semble assez fortement mobilisée pour soutenir les putschistes. Donc vous imaginez toute cette imbrication. Mais on parle de manipulation, on dit voilà, ils sont manipulés par Wagner, par les Russes et par les putschistes. C'est incontestable. C'est incontestable. En même temps, dans l'histoire politique mondiale, la manipulation n'a jamais été l'explication profonde des phénomènes. Vous pouvez manipuler les habitants du canton suisse des Grisons, ils ne vont pas pour autant s'inscrire chez Wagner et soutenir la politique de Poutine. La vraie question qu'il faut avoir le courage de se poser, c'est comment on peut arriver à une telle absurdité. C'est-à-dire comment des gens sincères et honnêtes en viennent à brandir des drapeaux russes pour réclamer plus de liberté. Objectivement, l'idée est insupportable. Voir manipuler un drapeau russe par un jeune Nigérien qui veut plus de liberté, ça apparaît clairement comme absurde. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que moi ou vous nous trouvions ça absurde, ou que M. Macron trouve ça absurde. Le vrai problème, c'est pourquoi lui le pense sincèrement. Voilà. Et c'est ça la question qu'on ne sait pas se poser dans notre métier. C'est-à-dire pourquoi de jeunes Nigériens qui ne sont pas idiots, qui ne sont pas des gens spécialement intéressés économiquement, pourquoi de jeunes Nigériens ou de jeunes Burkinabés ou de jeunes Maliens ou de jeunes Centrafricains, ce que j'ai vu de mes yeux, viennent à brandir un drapeau russe qui aujourd'hui est le symbole de l'autocratie et de la violence et de l'injustice pour réclamer plus de liberté. C'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi ils viennent à le penser sincèrement. Et lorsque l'on aura progressé dans la réponse à cette question, on aura progressé dans la connaissance de l'Afrique et on aura
progresser aussi dans la définition de cette thérapeutique dont je parlais tout à l'heure. Il faut donner à la jeunesse africaine, qui est une jeunesse extraordinaire, que j'ai rencontrée très souvent dans les amphis africains, il faut lui donner de bonnes raisons de rêver au sens positif du terme, de bonnes raisons d'espérer. Tout ce cauchemar est lié à une désespérance structurante, alors que ces jeunes ont au fond d'eux-mêmes cette lueur de dire que l'Afrique peut être autre chose que cette succession de malheurs. Tout à fait. Une question que je n'ai pas préparée, mais que je vais quand même vous poser. Vous avez plusieurs fois été au Congo-Kinshasa. Dans ce pays-là, il y a une guerre qui est presque éternelle. Oui. Il y a 10 millions de citoyennes et citoyens du Congo qui ont été tués. Il y a 500 000 femmes qui sont violées. Il y a des déplacés internes. Il y a le docteur Mukwege qui est prix Nobel de paix. Que j'ai eu la chance de rencontrer et de connaître. Voilà. Et qui répare les femmes et qui reçoit des prix à gauche, à droite. Mais il n'y a pas l'attention particulière sur cette guerre-là. Par contre, nous avons la guerre russo-ukrainienne. Pourquoi on ne parle pas de cette guerre-là en RDC, au Congo-Kinshasa? Mais votre question est totalement légitime. On pourrait d'ailleurs l'élargir à beaucoup d'autres fronts. Regardez le Yémen, la description de l'horreur sociale qui est celle du Congo, de la République démocratique du Congo, vaut mot pour le Yémen, vaut mot pour la Corne de l'Afrique, la Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée. Et on pourrait ainsi continuer tout ce qui se passe au nord Mozambique, dont personne ne parle jamais, et ce qui se passe en Birmanie, on pourrait continuer ainsi la carte du monde. Je vais employer une formule terrible qu'il faut peut-être méditer. Il y a un fond, sinon raciste, du moins profondément inégalitaire dans les relations internationales. Et ça, je l'ai constaté lorsqu'est apparu le conflit russo-ukrainien. Le conflit russo-ukrainien est le résultat d'une agression abominable de la part de la Russie. Nul n'en doute. Mais cet élan de solidarité que j'ai vu naître en Europe pour le peuple ukrainien, totalement légitime et profondément salutaire, s'arrêtait aux portes de l'Europe. Quand de jeunes étudiants congolais sortaient d'Ukraine pour fuir la guerre, on les refoulait à la frontière polonaise. Ils n'avaient pas le droit de sortir. Voilà. Eux pouvaient rester mourir avec les combattants. Et puis j'ai entendu cette phrase de quelqu'un que je ne nommerai pas, par respect, qui a dit « Ce qu'il y a de troublant quand on voit ces migrants ukrainiens, c'est que ce sont des gens qui nous ressemblent. » Voilà. Oui. Cette phrase, elle m'a fait hurler intérieurement. Et c'est ça, c'est que vous appelez le racisme, hein, c'est ça. Et je pense, vous avez raison de me poser la question, parce que je pense que tant que les puissances occidentales ne changeront pas de logiciel, c'est-à-dire ne corrigeront pas cette vision qui date finalement du 19e siècle, les races inférieures dont parlait Jules Ferry, eh bien notre monde sera de plus en plus instable et de plus en plus violent. Vous savez que la source profonde de la guerre et de la violence, c'est l'humiliation et le défaut de reconnaissance. Reconnaître l'autre, c'est déjà en partie le sauver. La force de la résistance ukrainienne, c'est qu'elle a été reconnue et valorisée par les grands médias occidentaux. Mais qui parle de la résistance congolaise? Qui parle de la résistance yéménite? Qui parle de la résistance rohingya? Vous savez, et ça fait mal. Ça fait très mal.
ça me fait mal à ma subjectivité, mais ça fait surtout beaucoup de mal au monde. Tout à fait, à l'humanité entière. Vous parlez de l'humiliation. Hein? Juste une toute petite question pour clore ce chapitre-là. Le président Tshisekedi